Ici, la voix de l'Amérique. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. L'Afrique est-elle prête à faire face au coronavirus? C'est le continent jusqu'ici le moins touché par cette pandémie, mais des experts affirment qu'avec des systèmes de santé publique surchargés, la situation de l'Afrique reste préoccupante. Explication dans ce journal. Toujours sur le continent, plusieurs pays pourraient peut-être faire valoir leur expérience de la lutte contre Ebola pour combattre le coronavirus, même avec les moyens de bord. Illustration dans un instant. Et ici, aux États-Unis, la course à la recherche du vaccin contre le nouveau coronavirus se poursuit. Un vaccin expérimental est actuellement testé sur un humain. Le continent africain est à ce jour celui où l'on recense le moins de cas du nouveau coronavirus dans le monde. Seulement quelques centaines environ par rapport au total mondial de plus de 240 000. Mais la responsable de la santé affirme que la pandémie peut avoir des conséquences beaucoup plus graves sur ce continent qui est déjà aux prises avec des systèmes de santé publics surchargés. Voyons cela dans ce reportage d'Anita Powell à Johannesburg. Le récit est signé Trésor Matondo. Le nouveau coronavirus se propage à travers le continent africain, infectant des centaines de personnes dans au moins 30 pays, dont le Burkina Faso, le Cameroun, l'Éthiopie, le Nigeria, le Sénégal et l'Afrique du Sud. Ce dernier pays comptant actuellement le plus grand nombre de cas en Afrique subsaharienne. Bien que l'Afrique ait pour l'instant le moins de cas, le chef de l'Organisation mondiale de la santé n'a pas mâché ses mots sur la façon dont le continent se comporterait si le virus n'était pas rapidement contrôlé. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour prévenir la propagation du virus. Parce que nous avons vu comment le virus se répand rapidement sur d'autres continents et dans d'autres pays. Tel est notre conseil. Je pense que l'Afrique devrait se réveiller. Mon continent devrait se réveiller. Les responsables du secteur de la santé se disent particulièrement préoccupés par les problèmes de santé trop fréquents dans certaines parties du continent. Nous n'avons pas encore vu comment ce virus affectera les populations vulnérables. Nous n'avons pas vu quel sera l'impact de ce virus face à des populations vulnérables avec une forte prévalence du VIH, par exemple, ou face à des enfants malnutris. C'est à cela que nous devons nous préparer. L'Afrique du Sud compte à ce jour au moins 150 cas avérés de coronavirus. Le nombre croissant des malades a incité le président Cyril Ramaphosa à annoncer des mesures strictes pour tenter de ralentir la propagation du virus. Parmi ces mesures, une interdiction de voyager en provenance des pays à haut risque, mais aussi des fermetures d'écoles et une interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes. À noter que l'Afrique du Sud est le pays qui compte le plus grand nombre de personnes atteintes de VIH au monde. Je pense qu'il n'y a pas encore vraiment d'informations spécifiques sur la façon dont cette maladie affecte les personnes infectées par le VIH. Mais si nous prenons en compte ce que nous savons sur d'autres virus respiratoires et la façon dont elles se manifestent chez les personnes porteuses du VIH, nous voyons bien que les personnes infectées par le VIH, en particulier celles qui ne suivent pas de traitement, courent un risque de maladie bien plus grave. Les experts peu optimistes disent que l'Afrique doit se préparer à des moments très difficiles. Pour affronter le nouveau coronavirus, plusieurs pays africains se préparent à appliquer leur expérience de la lutte contre Ebola et d'autres épidémies. Le Covid-19, qui a déjà fait des ravages en Europe, est apparu dans au moins 26 des 49 pays d'Afrique subsaharienne. À signaler que la plupart de ces cas enregistrés sont venus de l'étranger, notamment d'Europe. Désormais donc, les Africains sont entre la psychose et la lutte contre la maladie avec des moyens de bord. Plus de détails avec Blanche Sanou.
Les conséquences pourraient être désastreuses selon les experts si le nouveau coronavirus pénètre dans les zones les plus pauvres d'Afrique. Les hôpitaux sont déjà surchargés de cas de rougeole, de paludisme et d'autres maladies infectieuses mortelles et les conflits ont déplacé des centaines de milliers de personnes et détruit les infrastructures. Mais avec des cas confirmés, des pays africains se démènent pour augmenter le nombre de lits d'isolement, fournir une formation médicale et des équipements plus spécialisés dans les hôpitaux publics. Notre système de santé n'est pas aussi solide que nous le souhaiterions, en particulier autour de la prestation des soins cliniques. Et c'est vraiment là que se concentrent nos interventions en ce moment, pour nous assurer d'augmenter la capacité de lits d'isolement. Conscients de tous ces problèmes, nous mettons l'accent sur la prévention et la détection précoce du Covid-19. Selon les observateurs, demander aux patients de s'auto-mettre en quarantaine à la maison n'est pas pratique dans de nombreuses régions en Afrique où les familles s'entassent dans une seule pièce, partagent un robinet ou des latrines et survivent grâce à leurs revenus quotidiens. L'on se souvient encore d'Ebola qui a tué plus de 11 000 personnes en Afrique de l'Ouest, mais a fourni des enseignements précieux. Après l'épidémie d'Ebola en 2014, un comité a été mis en place pour s'assurer qu'il existe un niveau de préparation dans l'État de Lagos afin que nous ne soyons jamais pris au dépourvu si nous avons une épidémie de maladies infectieuses. La biobanque a été mise en place pour qu'à chaque instant, nous soyons prêts à diagnostiquer chaque réactif infectieux et pouvoir le stocker. Le nombre de pays disposant de laboratoires capables de diagnostiquer le Covid-19 dans la région est passé de 2 à 39 en moins d'un mois. Malheureusement, 8 pays africains ne disposent pas encore de ces mesures. Le ministère de la Santé du Burkina Faso a déclaré la semaine dernière dans un rapport que le pays n'avait pas les ressources nécessaires pour faire face à l'épidémie. La psychose du coronavirus, vraiment avoir des coupures d'eau peut être un frein par rapport à la communication parce qu'ils vous disent que des fois, il y a des coupures d'eau, comment on va faire? Mais on leur conseille de chercher toujours des bouteilles de réserve d'eau ou bien d'acheter de l'eau minérale. Mais vous savez que les conditions financières ne suivent pas. Dans certains endroits en Afrique, la lutte contre le nouveau coronavirus semble presque impossible. Et selon une enquête des Nations Unies, en 2017, moins de la moitié de la population de 34 pays africains disposait d'installations de base pour se laver les mains. Ici aux États-Unis, la course à la recherche du vaccin contre le nouveau coronavirus se poursuit. Un volontaire américain est devenu la première personne à recevoir un vaccin expérimental contre le Covid-19 dans le cadre de la première phase d'essais humains effectuée le 16 mars dernier. Yacouba Ouedraogo. Selon Kaiser Permanente, un centre de recherche sanitaire financé par le National Institute of Health, pour mener le projet, le vaccin évite les virus morts ou inertes. Au lieu d'utiliser l'ARN, support intermédiaire des gènes qui synthétisent les protéines dont le corps a besoin, le vaccin passe par l'ARN-M, un autre acide messager qui forte face à l'infection virale réelle. Question du jour, quel est le risque pour les femmes enceintes de contracter le Covid-19 ? Si elles sont infectées, seront-elles plus malades que les autres personnes? Voici quelques éléments de réponse des CDC, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis. Le Covid-19 est une nouvelle maladie et nous en apprenons toujours sur le mode de propagation et la gravité de cette maladie. Les CDC ignorent actuellement si les femmes enceintes ont plus de chances de tomber malades à cause du Covid-19 que le grand public, ni si elles sont plus susceptibles d'avoir une maladie grave en conséquence. Il est toujours important pour les femmes enceintes de se protéger des maladies, d'autant qu'elles subissent des changements dans leur corps qui peuvent augmenter leur risque de certaines infections. Comment se protéger contre le Covid-19 ? Les femmes enceintes devraient faire les mêmes choses que le grand public pour éviter l'infection. Vous pouvez aider à stopper la propagation du Covid-19 en prenant les mesures suivantes. Couvrez votre toux. Utiliser votre avant-bras est une bonne technique. Évitez les personnes malades. Lavez-vous souvent les mains avec du savon et de l'eau ou un désinfectant pour les mains à base d'alcool. Autre question, le Covid-19 peut-il causer des problèmes de grossesse ? Les CDC ignorent pour l'instant si ce nouveau coronavirus causerait des problèmes pendant la grossesse ou affecterait la santé du bébé après la naissance.
Le Covid-19 peut-il être transmis d'une femme enceinte au fœtus ou au nouveau-né? Les CDC ignorent pour l'instant si une femme enceinte atteinte de Covid-19 peut transmettre le virus qui cause cette maladie à son fœtus ou à son bébé pendant la grossesse ou l'accouchement. Aucun nourrisson né d'une femme atteinte de Covid-19 n'a été testé positif au virus. Si une femme enceinte a le Covid-19 pendant la grossesse, cela nuira-t-il au bébé? Les CDC ignorent pour l'instant si des risques sont posés aux nourrissons d'une femme enceinte qui a le Covid-19. Qu'en est-il de la transmission du Covid-19 par le lait maternel? On ignore beaucoup sur la manière dont le Covid-19 se propage. Dans des études limitées sur des femmes atteintes de Covid-19 et d'une autre infection à coronavirus, le syndrome respiratoire aigu sévère SRAS, le virus n'a pas été détecté dans le lait maternel. Cependant, nous ne savons pas si les mères atteintes de Covid-19 peuvent transmettre le virus pendant l'allaitement. Les Tunisiens anxieux consultent les herboristes et s'approvisionnent en remèdes traditionnels. Le pays a déjà signalé 20 cas de Covid-19 depuis le 2 mars. Bien qu'aucun décès n'ait été signalé, les autorités ont pris des mesures sévères pour stopper la propagation de la maladie. Et moins de clients encombrent les ruelles pavées de l'ancienne Médina de la capitale. Plus de détails avec Blanche Sanou. Il n'y a pas de remède connu pour le nouveau coronavirus, mais face à l'anxiété du public en Tunisie, certaines personnes profitent pour vendre des médicaments traditionnels. Ils viennent parce qu'ils ont peur du coronavirus. Les Tunisiens sont inquiets, alors ils viennent vers nous. Ils nous demandent ce qu'ils peuvent faire à la maison. Ils achètent des plantes comme l'armoise et le thym. Ce sont des plantes qui ont de bonnes vertus et doivent être inhalées. Les clients continuent d'affluer vers le marché des herboristes où les flacons, les poudres et les herbes séchées sont empilés. Les plantes médicinales locales et importées sont traditionnellement appréciées par les Tunisiens pour prévenir la grippe hivernale qui partage certains symptômes avec le nouveau coronavirus. Je suis venue pour trouver quelque chose qui nous protège du coronavirus. Je cherche des plantes médicinales qui pourraient désinfecter notre corps. Quelque chose que vous pouvez faire bouillir et boire. Mais les experts de la santé recommandent aux consommateurs une certaine prudence. Il faut se méfier des gens qui profitent de ce genre de situation pour vendre des mixtures, des prétendues mixtures. Et si on en utilise de façon inconsidérée, on peut avoir des effets toxiques. Comme la plupart des pays du continent africain, la Tunisie a décidé de fermer les lieux publics, notamment les cafés et les restaurants, et d'interdire les rassemblements de tout genre sur toute l'étendue du territoire national. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Je m'appelle Amanda Bennett et je suis la directrice de Voice of America. J'enregistre cette vidéo chez moi parce qu'ici à la Voix de l'Amérique, nous travaillons presque tous maintenant à distance afin de ralentir la propagation du nouveau coronavirus qui, je le sais, a affecté plusieurs d'entre vous et vos familles. Je voulais juste vous faire savoir que si la santé et la sécurité de nos employés sont vraiment notre principale préoccupation, nous sommes également conscients que pendant cette période troublante, vous vous tournez vers nous de plus en plus pour recevoir les informations factuelles et impartiales dont vous avez besoin pour prendre des décisions. Nous travaillons donc aussi dur que possible pour maintenir autant de programmation que possible pendant cette période. Vous remarquerez peut-être des changements dans des émissions que vous avez l'habitude de regarder ou d'écouter et certaines d'entre elles devront peut-être être interrompues. Si cela se produit, nous vous tiendrons informés de l'endroit où vous pouvez trouver le contenu que vous avez l'habitude de recevoir. Je vous souhaite donc à tous bonne chance et bonne santé et merci beaucoup. Nous espérons être là pour vous. Je vous remercie.
Bonsoir à tous, John Lyndon, toujours en votre compagnie pour ce journal produit entièrement en dehors de nos studios en raison de la propagation du nouveau coronavirus. Sans plus tarder, je vous amène en Sierra Leone. Après la fermeture brutale de la plus grande mine de fer dans le pays, les habitants de la ville de Luntsar ont du mal à gagner leur vie. Ils craignent que leur cité ne se transforme en une ville fantôme. C'est un récit de Salwa Jafari. Marampa est le cœur de ce qui était autrefois la vibrante cité de Luntsar. La mine était source de vie. Mais 5 mois après la fermeture de la plus grande mine de fer de la Sierra Leone, les habitants craignent que Luntsar ne se meure. Abdoulaye Bangoura est l'un des 1700 employés, soit près de 5% de la population de Luntsar, qui ont perdu leur travail. Les gens qui vivent dans les zones minières, tout leur espoir est sur l'exploitation minière. La plupart d'entre eux ne peuvent même pas se lancer dans l'agriculture. Comme beaucoup d'autres, le salaire de l'ancien électricien soutenait sa famille élargie. Maintenant, dit-il, il a du mal à s'en sortir, victime d'un différend acrimonieux entre le président Julius Maada Bio et les mineurs de fer internationaux. Bio voulait que SL Mining, une filiale du négociant américain en matières premières, Gerald Group, paie des redevances plus élevées sur les ventes de minerais de Marampa. Vers la fin de l'année dernière, il a annulé la licence de SL, bloquant ainsi toutes les exploitations du minerai qui généraient auparavant un quart des revenus des exploitations annuelles. Le gouvernement de la Sierra Leone a ignoré les décisions des tribunaux internationaux de rétablir sa concession, SL, ni ne pas avoir payé ce qu'elle devait. Au milieu de monticules désolés de minerais de fer, un personnel limité s'affaire dans la mine. Tout va mourir, les bâtiments vont être vétustes, les gens vont déménager, donc tout le canton de Luntsar deviendra encore une fois une autre ville fantôme. Donc en tant qu'habitant de Luntsar, ça fait mal. Une crainte qui commence déjà à se préciser. Seuls quelques étals sont ouverts au marché de Luntsar et les propriétaires de magasins, les chauffeurs de taxi et les commerçants affirment que les affaires vont très mal. Certains sont partis chercher du travail, d'autres, comme la propriétaire de la pharmacie, Elisa Kanou, sont en fuite. Je ne suis pas à la maison parce que j'ai peur d'ouvrir ma boutique. Elle est recherchée par la police locale après avoir manqué de payer un prêt. Son mari a déjà quitté la ville, fuyant ses propres créanciers. Quant à Bangoura, il fait partie des chanceux. Il a une petite parcelle où il cultive des légumes pour sa famille. Il a même loué une partie du terrain à ses anciens collègues. Le ministère des Mines a refusé de commenter. Nous n'avons aucune communication avec le gouvernement. Par exemple, pour que le ministère des Mines vienne nous expliquer quelle est la situation entre eux et le gouvernement. Rien d'autre. En devenant agriculteur, Bangoura a trouvé un moyen de survivre. Mais il craint qu'il n'y ait pas d'avenir pour sa famille si Luntsar disparaît. Quand son ex-fiancé a diffusé des photos intimes d'elle sur les réseaux sociaux pour se venger de l'avoir quittée, Lubna, une Marocaine de 27 ans, s'est sentie coupable. Sa famille l'a ostracisée et elle a dû quitter son travail. Au Maroc, plus d'une femme sur 2, soit 54%, déclare avoir été victime d'une forme de violence. Et dans 13,4% des cas, il s'agit de violences liées aux nouvelles technologies. Plus de détails sur les répercussions du cyberharcèlement sur la vie des victimes, Diliziko. Comme Lubna, au Maroc, 7 victimes sur 10 de violences en ligne, telles que le cyberharcèlement, l'extorsion virtuelle d'actes sexuels, le revenge porn et la cyberdifamation, préfèrent se taire par honte et par peur du rejet social. Il y a 2 ans, j'ai été victime de violences en ligne faites par mon fiancé.
Au départ, c'était de la violence numérique, du chantage qu'il faisait avec des photos et des vidéos. Ensuite, il est passé au chantage sexuel. La multiplication des violences virtuelles s'explique par la popularisation des smartphones et des réseaux sociaux ces dernières années. Il a créé un compte Facebook avec des photos et des vidéos qui m'appartenaient, puis il a ajouté ma famille et mes amis à ce compte. Au travail, les filles, mes collègues se moquaient de moi. Je ne comprenais pas pourquoi elles riaient de moi. Conseillée par l'association Tahadi, Lubna a fini par se décider à déposer une plainte contre son ex-fiancé. Une amie travaillant dans une association m'a aidée parce que je ne savais pas quoi faire. Elle m'a conseillé de porter plainte contre mon fiancé. Le bourreau de Lubna a été arrêté, mais elle a finalement renoncé aux poursuites de peur qu'il ne se venge en publiant d'autres photos. Au Maroc, même si une loi existe depuis 2018 pour sanctionner le harcèlement sexuel dans les espaces publics et virtuels, rares sont les femmes à saisir les autorités par crainte d'être elles-mêmes poursuivies en raison de l'article 490 du Code pénal marocain qui punit les relations sexuelles hors mariage. Au Soudan, le renversement du régime islamiste d'Omar el-Béchir en avril dernier et la fonte de sa police des mœurs ont provoqué un relâchement social, laissant les femmes plus libres de s'habiller comme elles le souhaitent et ouvrant de nouveaux espaces pour l'activité culturelle. Mais le changement est encore superficiel, nous dit Arzouma Compaoré. L'ouverture a commencé par une explosion artistique et musicale autour des manifestations qui ont aidé à renverser Bachir, bien que beaucoup voient ces changements sociaux comme superficiels. Malgré l'évolution vers une démocratie, des lois restrictives restent dans les statuts et les femmes sont toujours sous-représentées après un soulèvement auquel elles ont participé. Nous comprenons que le changement ne se produira pas demain à cause de la révolution. Cela prendra du temps, mais ce qui est nouveau après la révolution, c'est qu'il y a de l'espoir et que les choses peuvent changer. Et il est entre nos mains de changer les choses que nous considérons comme fausses. Les 3 décennies de pouvoir de Bachir ont été marquées par des règles sociales et religieuses strictes, ainsi que par l'isolement international et les sanctions économiques. Le comportement des femmes en public était strictement réglementé. Le port du pantalon était passible de flagellation. Mais après la chute de Bachir, les autorités ont abrogé une loi notoire sur l'ordre public utilisée pour imposer des codes sociaux islamiques conservateurs. Avant la révolution, nos spectacles se déroulaient dans des lieux spécifiques et appropriés. Maintenant qu'il y a la liberté, nous pratiquons dans les parkings, nous avons commencé à travailler normalement sans aucune restriction. Mohamed Abdoulaziz, un producteur de musique dont les systèmes de sonorisation avaient été confisqués et qui a été interrogé à plusieurs reprises par la police lors de manifestations anti-Bachir, a déclaré que le soulèvement avait donné lieu à une floraison de musique comme le hip-hop et le rap, qui étaient auparavant considérés comme subversives. Tous les thèmes et produits musicaux traitent aujourd'hui de la révolution, du changement, de la liberté et de nos droits et devoirs envers le pays. Il y a des sujets nouveaux et riches. Cela a beaucoup aidé et continue à gagner du terrain auprès des musiciens. Mais selon les militants, il reste beaucoup à faire. La législation sous-jacente à la loi sur l'ordre public n'a pas encore été abrogée et les femmes ne sont pas protégées contre le harcèlement sexuel ou le viol. Et en plus de cela, ils disent que les progrès sont incertains dans le cadre d'un accord de partage du pouvoir entre les groupes civils et les militaires. La propagation du nouveau coronavirus ici aux États-Unis et les restrictions des déplacements imposées par le gouvernement affectent de plus en plus la vie quotidienne des Américains. Un musicien de l'État de Virginie, qui vivait autrefois de ses concerts live, a trouvé un moyen de se faire de l'argent pour assurer ses charges courantes. Auteur, compositeur, interprète, Justin Travick fait des concerts live sur Facebook avec son téléphone depuis son appartement. Yacouba Ouedraogo.
Salut, je m'appelle Justin Trowerk, je suis auteur, compositeur, interprète et chef du groupe Justin Trowerk and the Common Good, ici même à Washington DC. Habituellement, cet artiste joue normalement entre 12 et 18 spectacles en direct par mois. Mais avec des salles de concert fermées au milieu de la pandémie du nouveau coronavirus et les factures s'accumulant, Justin Trowerk a dû rapidement trouver une alternative. En tant que musicien, 100% de mes revenus proviennent non seulement du fait d'être musicien et de jouer à la guitare, mais aussi de jouer en direct devant des gens. Et pour nos spectacles, je vais dire mes spectacles et ceux des gens comme moi, le fait que nos spectacles soient annulés commence à peser lentement, mais sûrement, sur l'argent que je gagne pour payer des choses comme le loyer ici dans mon appartement où je parle, mais aussi l'assurance maladie, l'assurance automobile, l'essence pour ma voiture, la nourriture. Pour faire face à ces dépenses vitales, le leader vocal du groupe Justin Trowerk and the Common Good chante en direct sur Facebook en utilisant son iPhone afin de collecter des dons via Venmo et PayPal. En 2 séances, il a récolté suffisamment d'argent pour couvrir les pertes de 5 spectacles annulés. Mais ce qui a peut-être commencé comme une nécessité économique s'est vite transformé en une source de réconfort en ces temps troublants pour le public et l'artiste. Je pense que nous apportons quelque chose aux gens qui crée un peu de légèreté dans leur vie ou autrement ils pourraient tous être un peu stressés. Nous allons à l'épicerie et les gens se disputent la dernière rame de papier toilette. Les gens sont un peu plus agités que d'habitude. Le musicien de 38 ans décrit sa musique comme Americana, un mélange de mélodies bluegrass et de ballades sentimentales qui s'appuient sur une gamme d'instruments, y compris la guitare acoustique, le violon et la mandoline. Mais pour ses concerts dans le salon, c'est juste Trowerk et sa guitare, accompagné de sa petite amie et chanteuse de backup, Lauren Limanian. Bien que Trowerk soit heureux que ses concerts aient trouvé un public en ligne, il admet qu'il a pris un certain temps pour s'habituer au fait de ne pas avoir d'audience dans la même pièce. C'est ainsi que se termine ce journal. Merci à nos fidèles partenaires sur le continent et ailleurs. Portez-vous bien et à bientôt. Hi, you just hi. Nina ukani luka buseni, na chimweo kapena ni malaria. مثلا